Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous. Ce samedi 23 octobre, nous vous proposons le 28e numéro de notre grande émission podcast Bienvenue au Jardin. Et quand on dit bienvenue au jardin, on dit aussi bienvenue Roland Motte. Bonjour Patrick, bienvenue à tous. Alors nous sommes le 296e jour de l'année, c'est déjà l'automne. Alors je vous rappelle quand même que vous écoutez un podcast, que la production de News Jardin TV, c'est à la fois cette émission hebdomadaire que vous avez aussi bien en vidéo qu'en audio. En audio, c'est sur les plateformes de podcast. En vidéo, c'est sur la chaîne de News Jardin TV, sur YouTube. Vous y êtes de toute façon, certains. Et puis, nous avons aussi notre production habituelle de toutes les vidéos, de plus en plus nombreuses. Et je vous remercie aussi d'être là parce que vous les suivez et vous êtes aussi très, très fidèles. Alors, nous sommes le premier jour du signe astrologique du Scorpion. Et le deuxième jour du mois de Brumaire dans le calendrier républicain français, et c'était officiellement le jour du céleri Apium graveolens. Plante tout à fait rustique, originaire du bassin méditerranéen, et c'est une plante qui est cultivée depuis très 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 longtemps pour ses côtes. Et puis le céleri qu'on appelle céleri rave, puisque le renflement à la base, on va le cultiver également, on va le consommer de la même manière, enfin, donc, presque. Donc, vous voyez, Roland vient vous le préciser, ce ne sont pas des racines. On a souvent tendance à penser que le céleri rave, parce que rave c'est racine, est une racine. Non, c'est simplement le renflement du collet, de la base de la plante. Jusqu'à la Renaissance, le céleri était employé, c'était pas une plante potagère, c'était une plante considérée comme médicinale et surtout aussi une plante que l'on croyait aphrodisiaque. Et il y avait une énorme croyance autour de ça. Madame de Pompadour, par exemple, qui était quand même une courtisane assez experte, elle offrait à Louis XV un gratin de céleri le soir, puis le matin un potage de céleri et de cresson, parce qu'il fallait lui donner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Et il y a un super dicton qui dit... Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle en planterait de Paris jusqu'à Rome. Alors, on l'avait même nommé le légume viril. Et ça, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est le grand chef regretté Bernard Loiseau, qui a disparu en 2003, qui avait appelé le céleri comme ça. La réalité est quand même un petit peu loin de tout cela. Parce que j'allais te dire, j'en mange pas mal quand même du céleri. Et non, rien. Non, rien, rien, voilà. Bon, non. Certaines études très précises dans lesquelles on essaye de trouver tous les composants possibles imaginables d'une plante ont montré qu'il y avait quelques substances à possibilité vasodilatatrice dans le céleri, mais c'est infinitésimal. Donc, messieurs, si vous avez quelques problèmes, c'est pas la peine de vous goinfrer de céleri. Il va falloir plutôt penser aux petites pilules bleues. Non, c'est pas ça. C'est plus efficace, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, ça pousse bien ce céleri. C'est ça pousse bien. Facile de culture. Ça pousse dans les terrains frais, même s'il y a un petit peu trop d'humidité, il est capable de pousser. Comme tu l'as dit, il résiste au froid. Non, vraiment. Il n'y a pas de maladie. Non, j'ai rien constaté. La rouille sur le céleri. Un petit peu, mais pas beaucoup. Très peu. Donc ça se sème de mi-avril à début juin. Tu le fais toi-même? Non, tu achètes des plants? Oui, on achète des plants, c'est plus simple. On fait l'un ou l'autre, mais ça pousse plutôt très bien. Puis on a l'âge des montagnes qui est un peu plus proche, qu'on appelle le céleri. C'est proche parce que tu n'es pas loin des Vosges. Donc oui, les Alpes. Oui. Et on l'appelle la livèche aussi, qui est cousine, on va dire. Qui est cousine et qui est très à la mode chez les grands chefs. Ça fait plus chic de dire je vous fais un poulet à la livèche qu'un poulet au céleri, évidemment. Alors, le 23 octobre 1833, naissait à Chambord, dans l'île de la Réunion, Jean-Baptiste Louis Pierre. Oui, un botaniste qui a
travaillé alors complètement dans les pays exotiques, puisqu'il était au Jardin botanique de Calcutta, et puis après il a dirigé le Jardin botanique de Saigon, au Vietnam, et il a écrit, il est célèbre pour ça, la flore forestière de la Cochinchine, donc qui sont parus entre 1880 et 1907. C'est des livres qui font partie des trésors de librairie. Ça, si vous trouvez ça un jour dans un vieux grenier, vous le gardez précieusement ou vous allez le vendre directement au salle des ventes. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup. Il a appelé les plantes, il les a décrites, etc. Et des plantes qui étaient assez rares. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés dans la nomenclature. Mais dans les noms que vous pourriez peut-être connaître, il y a un Albizia vialeana, qu'on ne trouve pas quand même tous les jours. Il y a Aglaya, Pleuropteris, qui est une méliacée. Donc voilà des plantes qui sont toujours adaptées à son nom. Mais il en a travaillé 2463 dans sa carrière. Si elles sont toutes aussi connues, je comprends qu'il travaillait essentiellement sur de la flore de cette partie qu'on appelait la Cochinchine à l'époque. Alors, aujourd'hui, donc 23 octobre, dicton. Oui, un dicton, et donc c'est aussi la Saint-Arnoux. Évidemment, le calendrier comporte plein de saints. Donc si tu plantes tes bulbes à la Saint-Arnoux, attention à tes genoux. Ça, c'est du Roland Mode tout craché, ça. Oui. Alors moi, j'en ai fait un aussi, qui est à la Saint-Jean d'automne, parce que c'est la Saint-Jean de Capistran, qui était un frère mineur. Et puis, la Saint-Ode aussi, Odette. Donc à la Saint-Jean d'automne, on plante les bulbes d'automne. C'est une rime riche. Oui, puis c'est vrai. La réalité. Ah, c'est vrai. Et à la Saint-Ode, dans la maison, gare aux alerodes. C'est vrai aussi. C'est vrai les aussi. alerodes vont commencer à rentrer. Les petites bouches blanches, faites attention à ça. Vous mettez simplement des petits papiers jaunes. Des pièces jaunes. Ça les colle et puis ça marche très bien. Une question de Matisse, qui nous demande sur News Jardin TV à quelle fréquence vaporiser mon orchidée Vanda. Est-il nécessaire de l'arroser régulièrement si je n'ai pas l'occasion de m'en occuper quelques jours? Est-ce gravissime? Alors là, j'ai assisté à un débat sur le sujet, Vanda, entre Patrick et Nicole, et je peux vous dire que c'est Patrick qui avait tort. Nicole te dit qu'il faut arroser beaucoup. Vous avez un super Vanda sous la véranda. Et donc, c'est Nicole qui sait l'arroser, si j'ai bien compris. Non. Je ne veux pas foutre le bazar. Non, ça marche tous les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Elle le vaporise régulièrement. Même, on le douche parce que souvent, il y a un arroseur oscillant qui est à côté. On l'a sorti mi-mai. Et on la rentrera... On voulait rentrer, là, non? Pas encore. On essaye de l'emmener un peu loin. C'est limite. La Vanda, il aurait mieux valu peut-être le faire au début octobre, mais on voulait voir un peu la rusticité. Parce qu'on raconte plein de trucs, et on se rend compte que les plantes, souvent, sont un tout petit peu plus costauds. Par exemple, on m'avait dit, non, faut pas la mettre dehors, ils ont jamais assez chaud, etc. C'est vrai que la Vanda est une orchidée vraiment tropicale, qui aime bien la chaleur. Cette année, on n'a pas été complètement avec de la chaleur. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on a une hampe florale qui est en train de se développer. Donc, c'est surtout une question d'humidité. Et puis, l'important, et c'est là qu'on n'est pas en bisbille, mais on travaille différemment avec Nicole. Moi, je la trempe. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est notre petite princesse des orchidées, Colombe Lecoufle, qui fait des rubriques orchidées sur News Jardin TV et qui est une professionnelle des orchidées, qui fait la chose suivante. Elle met un peu d'engrais dans une bassine d'eau qu'elle remplit d'eau, et la plante, on la trempe... En totalité. Alors, pas avec le feuillage, mais on trempe jusqu'au collet, toutes les racines, mais ça a un développement racinaire énorme à la Vanda, et vous voyez tout de suite les racines qui changent de couleur. Elles passent du gris au vert, donc elles s'imbibent bien. Pendant une trentaine de minutes, vous la laissez comme ça dans l'eau, après vous la ressortez, c'est plus pratique, évidemment, quand elles sont en plein air, toc, et puis vous avez bien abreuvé votre plante. C'est pas la peine de le faire ultra souvent, on va le faire en été les 10-12 jours. En cette saison, vous allez réduire énormément. Arroser la Vanda une fois par semaine. La température idéale pour la plante ne doit pas être en dessous de 15 degrés. Ça peut aller. Mais effectivement, avant la Toussaint, on va quand même rentrer tout ça. J'ai pas l'occasion de m'en occuper quelques jours. Est-ce grave ? Ça dépend quelques jours. À partir du moment où on est sur une fréquence d'arrosage une semaine, vous pouvez partir une semaine. L'important étant que, à la maison, c'est une plante qui a du mal. Elle n'a jamais assez de lumière, donc nous, on l'accroche dans la véranda parce que le soleil arrive
par le haut et la plante se sent beaucoup mieux. À la maison, il faudrait vraiment lui offrir une très très grande baie vitrée, qu'elle puisse vraiment bénéficier de la lumière, du moins pour vous faire des fleurs. Et à la maison, le défaut aussi par rapport à la véranda, c'est que l'hygrométrie, l'humidité de l'air, est beaucoup moins important. Et c'est, comme je disais, une plante tropicale. Vous voyez des hybrides de vanda géniaux dans la région de Singapour, en Malaisie et tout ça. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait raconter. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à une bataille épique de jardiniers parce que nous allons parler du bêchage. Faut-il ou pas retourner la terre? Doit-on utiliser la bêche ou simplement la griffe style grelinette? Eh bien, pire, la motobineuse. Voilà, nous allons débattre de cela avec mon ami Roland. Alors, retourner ou pas? Non. Alors, moi, je ne retourne pas. Je vais dire la première raison et la plus importante, c'est que c'est fatigant. J'ai fait ça quand j'étais petit avec ma grand-mère parce qu'elle me demandait de retourner. Il y avait un potager dans le Houdou là-bas qui était immensément grand. Plus t'es petit, plus le potager est grand. Tu prenais la bêche et c'est comme ça qu'on fait et tout. Mais c'est une horreur. Et après, en travaillant comme pépiniériste, j'ai utilisé la bêche aussi. J'en ai bien sûr une, elle est importante, parce que quand on veut planter, il faut bien faire un trou. Ah oui, il faut faire un trou. Donc la bêche, c'est quand même bien pratique. Mais autrement, retourner le jardin, puis avec la technique qu'on a mis en place de potager, soit au carré, soit en pleine terre, mais sans vraiment retourner, travailler la terre, oui, mais la retourner, non. Voilà ma réponse, mon cher Patrick. Alors moi, ma réponse est un petit peu plus mitigée. Parce que quand on a travailler justement le sol depuis des années comme tu le fais, on a ce que l'on appelle en langage jardinier une terre franche, c'est-à-dire une terre qui est friable, meuble, riche, et qui effectivement peut se contenter d'être simplement gratouillée. Quand vous arrivez dans une nouvelle propriété qui n'a pas été entretenue depuis des années, ou déjà même vous allez avoir du mal en appuyant des deux pieds sur la bêche de la faire rentrer dans le sol, vous avez quand même sérieusement intérêt à travailler relativement profond. Bon, ça c'est le cas classique dans lequel vous ne pouvez pas y échapper. Bon, et là, moi je passerais plutôt tout de suite l'appareil à moteur plutôt que de m'éreinter avec une bêche sur un truc comme ça. Tu me rejoins. Quel est l'intérêt du labour? C'est-à-dire le labour. Attention, hein, ne confondez pas le labour de nos amis agriculteurs qui ont un tracteur de 300 chevaux avec 6 ou 8 socs derrière lui et qui descend à 25-30 cm avec notre labour de jardinier qui se fait à la bêche ou à la motobineuse et qui descendra jamais en dessous de 20 cm. Donc là, on va faire, en retournant la terre, on va réduire quand même la levée des adventices annuels. Les troncs, les kénopodes, les sensons, etc. Pourquoi? Parce que s'il y a des graines en surface, vous les mettez en bas et elles sont trop profondes pour pouvoir lever. Bon. L'avantage du labour, quand vous retournez, c'est que vous mettez à l'air libre des racines un peu plus profondes, comme peuvent l'être celles des chardons, des chiens-dents, etc., et que vous allez pouvoir retirer facilement à la main. Quand on le fait à la grelinette comme ça, généralement, on ne les voit pas trop bien, parce qu'en fait, la machine, elle ne fait que briser les mottes, elle ne les relève pas, elle ne les ressort pas. Et puis, alors je sais que toi, tu aimes beaucoup les amendements de surface, etc., dont moi, je ne suis pas un grand fanat, parce que l'efficacité, elle est beaucoup plus longue à obtenir. C'est vrai que quand on laisse une couche de compost comme ça en surface et qu'on se dit, les vers vont travailler pour moi, ouais, ils travaillent, mais pas en 2 mois. L'avantage qu'il y a de labourer, notamment en cette saison, c'est que vous mettez votre couche de compost, vous allez la retourner, parce qu'il ne faut pas casser les mottes en ce moment, donc vous laissez de l'air, et pendant l'hiver, vous allez avoir les précipitations, et puis les micro-organismes qui vont avoir suffisamment d'air aussi pour travailler. Encore un autre avantage du bêchage, c'est que vous allez pouvoir améliorer la fertilisation qu'on appelle de fond. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser tout simplement sur une petite couche de surface, vous allez donner plus de volume, de fertilité à votre terre. Vous l'avez un petit peu avec la grelinette, mais le bêchage quand même permet à la terre de bien absorber l'eau de pluie, puisque vous avez tout ouvert, et de faire en sorte que par la suite les racines pénètrent bien.
Et puis, ça laisse propre la végétation. Ça, je sais que tu t'en fiches, mais moi, j'aime bien que quand on a retourné la terre, toutes les herbes qui étaient indésirables, qui avaient poussé dans le moment, eh bien, elles sont retournées, elles sont en bas, on les voit plus, et donc on a quelque chose d'assez sympa. Bon, maintenant je m'arrête et puis je te laisse me casser tout ce que je viens de raconter. Oui, c'est ce que je vais faire. Non, d'abord, qui est concerné par le labour? Pas grand monde. D'abord, si on a un jardin d'ornement, on se fout totalement de labourer son terrain, même si on a un petit massif, alors on va l'émietter, on va les grainer un peu, mais c'est suffisant. Pour ceux qui ont un potager, il faut vraiment déjà avoir un grand potager pour retourner. Et plus il est grand, et moins on a envie de retourner, parce que justement, il est grand. Et quand on a des potagers un peu plus changeants, modernes, alors je ne vais pas te parler de permaculture, mais de carrés potagers ou de mélange, bah c'est vrai que ça ne vient pas forcément à l'idée, parce que la situation ne s'y prête pas. Oui. On n'est pas vraiment obligé. Il n'empêche que tu accusais tout à l'heure les motobineuses. Moi, j'ai bien une petite motobineuse parce que par endroit, c'est bien de casser la croûte. Non, je les accusais pas. Je disais qu'elles sont mises aujourd'hui un petit peu au banc de l'humanité par certains jardiniers. Moi, je l'utilise parce que quand on est dans un terrain dur, pareil que toi, moi, je suis plutôt du jardin loisir, plaisir. Donc, une motobineuse, ça va rentrer dans la terre beaucoup plus facilement que votre bêche. Donc, on peut retourner le sol comme ça. Et il y a des motobineuses qui existent, qui sont toutes fines, hein, qui passent bien, qui sont assez légères et ça permet de casser la croûte et c'est intéressant. Alors, tu parlais d'enterrer aussi, d'enfouir les déchets organiques, mais bon, si on les enterre trop, ils vont rester en profondeur, ils vont peut-être ne pas se décomposer facilement. Donc, ça peut être un problème. La décomposition en surface, moi, je le vois. J'ai essayé cette année. La majorité des trucs en un an, c'est pas décomposé quand même. Donc c'est pas terrible. Alors que si on le fait à l'automne maintenant, on retourne, généralement au printemps, c'est fait, quoi. Oui, parce que tu vois pas la misère qu'il y a dessous, mais peut-être que ça se décompose pas facilement. Et puis, le fait de retourner, on a parlé des petites bestioles qui sont en surface et celles qui sont en profondeur. Alors, quand on retourne. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis de ton avis que c'est pas. Mais non, parce qu'elles ne vivent pas sur 3 important. cm de sol. Puis de toute façon, attends, est-ce que tu crois qu'il y a une différence pour une bébête de 1 mm, mettons, de diamètre, entre passer une fourche, on fout le bazar, on casse tout, et puis retourner. Ça lui fait la même effet, c'est-à-dire c'est un cataclysme qui se passe dessus, et puis c'est pas pour autant qu'elle ne survive pas. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Un petit peu d'actualité, oui, on est en automne, il n'y a pas non plus des choses extraordinairement importantes, bien que quand même, mon cher Roland, tu as un outil qui me semble tout à fait intéressant. Oui, et je l'ai trouvé, My Little Garden. C'est un site qui fait une comparaison très intéressante, puisque je m'intéresse aux sécateurs là, en ce moment. Tu vas me dire, c'est cette saison. et sécateurs électriques, toujours pour en faire le moins possible. Donc, on a les sécateurs électriques professionnels, et puis on a des sécateurs électriques amateurs. Et donc là, ce site nous compare un peu tous, et très objectivement, il nous donne les avantages, les inconvénients. Et entre autres, il y a un sécateur semi-électrique Bosch. Alors, il est semi-électrique parce que tu sais, ça fait comme les vélos. Les vélos électriques. Ça t'aide simplement. Faut quand même pédaler pour avancer. Et là, le sécateur, c'est pareil. Donc, il a un petit moteur. Donc, il coûte 50 €. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'est pas trop cher par rapport aux autres. Non, ça ne coûte pas plus cher qu'un sécateur professionnel classique. Presque, voilà, c'est ça. Et donc, il a l'avantage d'avoir une puissance, une petite batterie de 3,6 volts qui va te donner un coup de main. Oui, c'est un petit coup de main, ça. Oui, c'est un petit coup de main, mais ça va t'aider à appuyer. Tu fais quand même ton geste avec ton sécateur. Il pèse 490 grammes. Donc, sa batterie intégrée qui est assez sympa. Donc, elle peut aller jusqu'à te filer un coup de main jusqu'à 450 coupes. Et puis, évidemment, les moins, c'est que par rapport à un modèle professionnel, c'est qu'il est beaucoup moins puissant. Et puis, son temps de charge est quand même un petit peu long, mais c'est bien parce que quand on fait de la taille régulière, ça peut donner un coup de main, avoir un petit peu moins mal, éviter la tennis elbow en tout cas. Limiter la tennis elbow. Il y a ça, mais aussi, au bout d'un moment, on peut avoir carrément de l'arthrose. C'est très dur. C'est en général, quand on est amateur, on ne fait pas des millions de coupes de sécateurs, mais quand vous aviez, par exemple, les vignerons qui n'avaient pas encore les sécateurs électriques, vraiment, la taille était terrible, quoi. C'est la même maladie que les tennisman avec la tennis elbow, et donc ton tendon qui est inflammé à force de presser. Alors moi, au niveau nouveauté, ça peut être de saison parce que j'ai trouvé des cuves récupératrices d'eau de pluie à enterrer, mais qui sont relativement plates, chez Garancia. Alors, je connais pas cette marque-là, mais j'ai trouvé que l'idée, elle était intéressante. C'est d'abord enterrer les cuves. Les petits récupérateurs d'eau de 300 litres, comme j'ai moi aussi au jardin, écoutez,
un arrosage, même pas, on l'épuise totalement. En plus, ça a un défaut, mais là, vous pouvez revenir chez Bosch avec une petite pompe électrique à batterie qui peut puiser l'eau, parce que on vous met toujours, évidemment, le robinet assez haut pour qu'on puisse glisser l'arrosoir en dessous. Oui. Et ce qui veut dire, c'est que vous avez ça de haut dans le réservoir que vous n'utilisez jamais. Donc ça vous dit, au lieu de 300 litres, vous n'avez plus que 250. Bon, c'est déjà pas beaucoup. Alors là, on est sur des cuves beaucoup plus sérieuses, entre 1500 et 5000 litres, qu'on va enterrer. Et la cuve extra plate, eh bien, elle va s'installer beaucoup plus facilement parce que c'est pas la peine de creuser extrêmement profondément. Donc, je voulais pas en faire toute une tonne, mais si vous êtes en train de construire une maison ou si vous êtes en train de faire de la rénovation, pensez à ça. Avoir une cuve importante qui récupère l'eau de pluie. Après, vous avez des systèmes qui vous permettront soit d'arroser le jardin, soit le lave-linge, etc. Il y a moyen d'économiser sérieusement l'eau avec un prix moyen aujourd'hui en France de 3 € le mètre cube, un peu plus même. Au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant. Voilà. Et puis au niveau des manifestations salon, vous avez le week-end botanique à Varangeville-sur-Mer, les 30 et 31 octobre, donc la semaine prochaine. Varangeville, vraiment la ville des jardins. Et il y aura d'ailleurs des visites guidées de certains jardins privés qui ne sont d'habitude pas ouverts au public. Donc ça vaut le coup. C'est évidemment en Normandie, dans la Seine-Maritime. Et nous, on reste tranquillement pour l'instant à la maison à déguster notre petit déjeuner pendant la page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabium. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Dring, 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 Majid, que veut-il ? Eh bien, lorsque les boutures de rosier ont repris, faut-il les greffer pour qu'elles fleurissent ? Alors ça, j'ai été extrêmement surpris par ce type de question. Quel intérêt y aurait-il à greffer une bouture de rosier ? Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça dépend ce qu'on a bouturé. C'est-à-dire que si on bouture de l'églantier, par exemple, on va le greffer. Donc on va avoir bouturé un églantier pour obtenir un porte-greffe, sur lequel on mettra une bonne variété. Mais si vous bouturez directement un rosier intéressant, comme vous avez fait une multiplication végétative, donc à savoir un clonage, vous avez l'identique de la plante mère. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut bien savoir que beaucoup de variétés modernes de rosiers sont très difficiles à reprendre en bouture, ou du moins, quand elles se bouturent, parfois la végétation de la plante n'est pas aussi belle qu'un rosier greffé. Et elle est même malade parce que pourquoi on l'a greffé ? Justement pour apporter des qualités à ce rosier. On a mis au-dessus la variété qui allait apporter une belle rose, mais lorsqu'on fait la greffe, on n'a plus les qualités des racines et donc ça arrive, ça peut être des rosiers qui chopent plus facilement les maladies, qui sont moins résistants. Quand ils sont bouturés. Quand ils sont bouturés, oui. Tout à fait, parce que le rôle du porte-greffe, c'est quoi ? C'est d'apporter une adaptation de la plante à des conditions écologiques particulières. C'est-à-dire que la plupart du temps, les rosiers sont plutôt un peu acidophiles. Si on les greffe sur les rosiers spécifiques, c'est multiflora, je crois. Oui, il y a Laxa et multiflora. Laxa, oui, Rosa Laxa pour le calcaire. Vous allez permettre une meilleure adaptation de votre plante, et quelle que soit la variété, puisque c'est les racines du porte-greffe qui vont l'alimenter et qui vont s'adapter
au sol calcaire. Donc ça, c'est l'avantage de la greffe. L'inconvénient de la greffe, c'est le fait de faire la greffe et de la réussir la plupart du temps. Non, mais c'est du boulot, oui. Voilà, ça justifie aussi un petit peu le prix que l'on peut observer sur certaines plantes. Quand vous avez un conifère, par exemple, greffé, un conifère bleu ou un conifère pleureur, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et puis, ça ralentit aussi d'1 an, généralement, la culture, parce qu'il faut le temps de faire la greffe, alors que la bouture, ça repart directement. Sinon, moi, j'ai pas à dire grand-chose. Si vous voulez faire une bonne bouture de rosier, vous pouvez tenter cet hiver de faire une bouture à bois sec. Ça reprend pas à 100%. Les boutures herbacées fonctionnent bien, mais normalement, il faut utiliser des hormones du bouturage et on n'en trouve plus dans le commerce jardin. Donc, moi, je vous dirais encore une fois, comme souvent... Achetez donc un rosier. Non, mais vous vous amusez à le faire. Si ça marche pas, oui, vous allez acheter un rosier. Les professionnels seront contents. Et puis, vous aussi. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous avons parlé, il y a, je crois, 2 semaines, de bulbes à fleurs de printemps. On vous avait donné les conseils pour les planter, etc. Nous sommes toujours dans la bonne période de plantation. Vous avez même jusqu'à fin du mois de novembre pour pouvoir le faire. Mais plus vous le ferez tôt, et mieux ça vaut. Et je voulais qu'on s'intéresse tout particulièrement à un groupe de plantes bulbeuses qui est à la fois d'un côté plante potagère et de l'autre côté plante ornementale absolument magnifique. Je veux parler des alliums. Alors est-ce qu'on dit les os ou les ailles? Je pense qu'on dit les deux sans aucun problème. Donc on va faire connaissance avec toutes ces variétés et ces espèces d'ail. À commencer, par l'ail. L'ail classique, oui, l'ail classique qu'on va planter soit à l'automne, soit au tout début du printemps. Ça va dépendre de ses habitudes et puis aussi du climat quand même. Du climat, du sol. Ouais, du sol. Donc il court pas après les sols beaucoup trop humides, ça c'est clair. Et puis il court pas après les petits coups de froid intenses. Donc lorsqu'on est au nord de la Loire, on va dire qu'on va plutôt planter au printemps et au sud de la Loire à l'automne. Voilà. Alors le genre allium, Allium sativum, c'est l'ail que l'on consomme, est assez important puisqu'il y a environ 700 espèces. Ah, ça fait du monde. Et ce qui est intéressant dans ce genre, c'est que vous allez trouver des toutes petites plantes qui vont faire juste une petite dizaine de centimètres de hauteur, jusqu'à Allium giganteum qui atteint 1,50 m. Donc vous avez tout un panel possible. Au niveau des couleurs, on va rester vraiment entre le blanc et le pourpre, et évoluer surtout dans les nuances de rose, mais au niveau de la forme, on va avoir des choses marrantes. Alors, dans les alliums comestibles, vous avez l'oignon, qui s'appelle Allium cepa. Oui. L'échalote, l'échalote, quand même. Oui. Ail, oignon, échalote, alors, c'est quoi en botanique, l'échalote? Échalote, c'est joli. C'est gros, c'est allongé. Allium ascalonicum. Ah oui, je l'ai pas celui-là. Il y en a un autre quand même encore, un Ail, oignon, échalote. Et tu as quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Des poireaux? Oui, ah oui, les poireaux, Allium, poireau. C'est vrai, la fleur, on a une fleur en ce moment. Pelophrasum, variété porum. Et puis, il y a une très, 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 très bonne aromatique. Alors, on a l'ail des ours, non? Alors celui-là, oui, mais t'as raison. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a encore en aromatique? Beaucoup plus connu. Indispensable. Oh, je l'ai loupé, celui-là. Allium Chenophrasum, ça te dit pas? Non, la ciboulette. La ciboulette, c'est tout. C'est tout. Alors attends, on a la cive en plus. Il en sort pas un et puis il me dit c'est tout. Non mais. Et la cive aussi. Oui, la cive c'est qu'une grosse ciboulette. Ah oui, mais elle est un peu différente quand même. Bon. Alors, Allium sativum, donc notre ail originaire Europe du Sud méridionale, donc comme tu disais, il vaut mieux le cultiver dans la moitié sud de la France. C'est une plante qui a été cultivée depuis presque toujours, puisqu'on sait qu'il y a 6000 ans déjà, on en cultivait. Plante facile à cultiver, parce qu'en fait, on prend les éléments du bulbe, qu'on appelle les cailleux, et puis on va les planter. Bon. Oui, on plante pas la tête complète, ça j'ai vu faire. Tu connais ce proverbe indien? Même lavé à l'eau de rose, l'ail ne perd pas son odeur. Ah non, je connais pas, mais ça veut dire quoi? Parce que même lavé à l'eau de rose, là, il ne perd pas son odeur. Donc ça sent très fort. Quoi. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas dissimuler la vérité. Ah oui, c'est-à-dire quand tu as mangé de l'ail, ça se sent de loin, d'accord. Quel est l'intérêt de planter de l'ail en cette période? Un peu comme toutes les plantes, c'est quand on va planter à l'automne, si évidemment on exclut le côté coup de froid, bien sûr, c'est la mise en place de la plante, elle va se développer plus facilement, elle sera beaucoup plus
prêtes pour les premières pousses de printemps. Et ça, si on pouvait faire ça avec toutes les plantes, ça serait parfait. Voilà, donc on aurait plus de précocité. Tiens, une question. Quand tu fais de l'ail, t'en fais, toi ? Oui, bien sûr. Tu prends des gousses d'ail de la consommation ou t'achètes des plants ? Non, on achète systématiquement parce que, d'abord, parce que tu vas me poser la question et après tu vas me dire c'est pas bien, mais on prend l'ail certifié et on est plus tranquille parce qu'il y a tellement de virus qui traînent là autour. Graines de courge, ce n'est pas le sujet, mais l'ail, c'est pareil, là on achète. Alors t'as entièrement raison, pour la bonne raison, je sais pas s'il faut dire ça, que t'as raison. Oui, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que dans les années 80, on a failli carrément avoir une dégénérescence des ail telle que on n'avait plus de qualité, plus rien du tout. Tout simplement parce que les producteurs faisaient la chose suivante. C'est tellement facile. Vous prenez un morceau d'ail, un cailleux, vous le plantez, vous avez une plante. Sauf que tu viens de le dire, fort justement, il y a une dégénérescence génétique qui se fait. Et puis, surtout, il y a des maladies à virus qui s'implantent. Et comme il n'y a pas de sélection, eh bien, la plante dégénère petit à petit. Et l'INRA, forte de ces informations-là, a été obligée de travailler, mais ça ne se fait pas en 5 minutes, et je crois qu'ils ont travaillé presque une vingtaine d'années pour obtenir des variétés, alors qui étaient bien précises, avec des caractères bien distincts, etc., et qui maintenant vous assurent des productions d'ail vraiment formidables. Donc il faut suivre les conseils de Roland et acheter des plants d'ail, donc qui ressemblent exactement à de l'ail de consommation, que vous pouvez d'ailleurs manger si vous voulez, mais ils sont plus chers, donc ça ne serait pas tellement malin. Bon, vous avez Messidrome, vous avez Morasol, vous avez Germidour, vous avez Ibérose, il y en a énormément, ils ont des noms, ils ont une étiquette bleue qui garantit que c'est des variétés qui ont été contrôlées. Alors, tu avais une indication géographique protégée à nous indiquer, parce qu'il y a des ails qui sont de qualité supérieure. Je vous en donnerai un autre. On l'achète chaque année. On va chercher nos 2 tresses d'ail. Tu sais, c'est tressé, c'est joli. Et on les consomme vraiment régulièrement. C'est l'ail fumé d'Arleux. Il est produit dans le Nord. C'est de l'ail rose de printemps. Et donc, ça nous donne un petit goût en plus d'ail et fumé. Excellent. Alors, il y a aussi dans l'IGP, parce que celui-là, on a une. Il y a une autre IGP, c'est l'ail rose de Lautrec. Ah bah oui, du Tarn. Eux aussi, ils font des grappes. Tu sais comment ils les appellent ? Des manouilles. Alors, on achète une manouille d'ail. C'est comme la tresse ou Oui, c'est une tresse. Oui, d'accord. Généralement des très belles têtes d'ail qu'il y a sur l'ail de Lautrec. Et il y a également un label rouge. Ils ont les deux. Le label rouge et l'IGP. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, le top de l'ail. Il faut aller de ce côté-là. On a dit sol léger, meuble, ça c'est important. Jamais de matière organique non décomposée. On peut mettre du compost qui a été bien mûri. On ne met pas de fumier frais du tout à la plantation. Après, bon, on enfonce. Alors toi, tu les fais directement comme ça ? Oui, parce qu'on a un sol qui est très bon, enfin qui a été travaillé. Et surtout, cette année, on a mis ça dans les carrés potagers. Donc si tu veux, là, on a un bon sol. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas sur le jardin traditionnel. En carré potager, c'est toujours plus simple. Surtout qu'on y rajoute un peu de terreau de chaque année. Donc c'est de la terre simple. Donc tu pousses avec le pouce. Allez, juste avec le pouce. Carrément, oui, ça va tout seul. Mesdames, messieurs, voici le plantoir d'ail. Utilisez-le correctement. Non, mais c'est pas une blague non plus. Ce qui est intéressant dans ce que vient de nous dire Roland, les carrés potagers, par rapport à la culture de l'ail, tu vas avoir aussi des mélanges avec d'autres légumes. Et on dit, alors est-ce que c'est vrai, tu as pu peut-être le remarquer, qu'il y a une protection vers les autres plantes avec l'ail, le fait qu'il y ait cette odeur forte, etc. On m'a déjà raconté ça pour éviter la cloque du péché, tout ça, mettre de l'ail, mais bon. Alors je te dirais que aussi pour le sol, c'est bien de les mettre dans les carrés potagers parce que là, on est sûr que c'est bien drainé. On est surélevé, donc on n'aura pas d'excès d'eau. Donc là, c'est parfait. On ne sait pas s'il y a vraiment un rôle pas la moindre idée. Ça, je peux même pas t'aider là-dessus. Le problème de ce qu'on dit aujourd'hui, vous voyez, Roland, lui, il est tous les jours dans son jardin, il essaye de regarder les choses pour finalement avoir des résultats, et tout ce qui est au niveau du compagnonnage, on espère qu'il y en a, mais on n'arrive pas à le déterminer de façon extrêmement précise. Alors on va passer rapidement maintenant aux alliums décoratifs. Par exemple, l'allium Schuberti, c'est tout hérissé, et l'intérêt de l'allium Schuberti, c'est que vous pouvez aussi le laisser une fois qu'il est fané. Ça fait une sorte de petite sculpture dans le jardin. C'est complètement extraordinaire. Alors, moi, j'adore aussi Allium Purple Sensation, c'est vraiment, pour moi,
l'allium parfait, il fait à peu près 60-80 cm de hauteur, il a une belle boule bien ronde, violette, ça attire énormément les insectes pollinisateurs. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut le miel d'ail, mais en tous les cas, ça les attire. Ombelle sphérique, ça fleurit fin mai, début juin, c'est très très beau. Allium Christophie, ça aussi, il faut planter ça dans son jardin, c'est tout à fait remarquable. Les fleurs, elles sont étoilées, l'inflorescence vous fait 20 cm de diamètre, ça fleurit plus tard, fin juin, début juillet. Ça aussi, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'en plantant maintenant, vous allez avoir des floraisons échelonnées en fonction des variétés. On a évoqué le fameux Allium giganteum, alors c'est très spectaculaire, mais attention, malheureusement, je dirais, il faut en planter quand même au moins une dizaine pour avoir un effet, ça monte à 1,50 m. C'est assez cher. Le défaut, c'est que les bulbes sont assez chers, donc il faut quand même faire attention. Et puis alors, je terminerai par vraiment une curiosité qui s'appelle plus Allium, qui s'appelle Nectaroscordum siculum, c'est l'ail de Bulgarie. C'est tout à fait bizarroïde. Vous avez des sortes de clochettes pendantes blanc, vert, pourpre qui sont à la limite d'une très très grande hampe. C'est une plante très originale. Ça peut dépasser 1 mètre de haut. Ça fleurit en juin. Et ça aussi, je vous le recommande tout à fait. Et nous allons maintenant écouter une question. Oh, Daniela. La voilà. Donc, Daniela. Michel et les chaussettes noires. Ouais, c'est vieux ça. Ça nous rajeunit pas. J'aimerais savoir si le marc de café est utile pour le potager. Je me gausse. Pourquoi je te me gausses-tu ? roule par terre de rire. Pourquoi ? Non, Pourquoi mais donc ? pourquoi ? Parce que c'est encore un mythe, ça. Le marc de café, il y a un peu de caféine et puis il y a un peu de matière organique. Mais en aucun cas, c'est la panacée universelle qu'on voit avec des recettes, des machins, ça a toutes les vertus. Non, c'est pas vrai. Donc le marc de café, donc qui est quoi ? Le résidu du fil de café. Il y a de l'azote là-dedans, un peu de phosphore, un peu de potassium. Donc ce que vous pouvez faire, c'est jeter votre marc de café sur le compost, ça va contribuer au reste du compost, si vous voulez, ça va lui apporter un peu. Mais ne croyez surtout pas quand même que c'est un truc qui va renverser tout. Il y a des gens qui mettent du marc de café sur le dessus des pots, alors je sais pas, pour empêcher le chat de les gratter, pour empêcher les aleurotes. Non, ça sert à rien. Voilà. Alors, ça sert un peu quand même à quelque chose. Alors bon, tu peux raconter que c'est insectifuge, parce que c'est ce qu'on voit surtout sur Internet. Non, mais on peut le raconter, mais c'est pas vrai. Par contre, le fait de mettre le marc de café à la déchetterie, c'est dommage, puisqu'on peut très bien le mettre au compost. Au compost, c'est ce qu'on vient de dire. Ça gêne absolument pas de le mettre sur le jardin non plus, donc c'est pas la peine d'aller jeter son marc de café. Donc au moins pour ça, on aura gagné quelque chose. Et puis je te rassure, ça fera pas de mal aux plantes. Hein. Ça va se décomposer sans problème. Non, mais ne croyez pas que ça éloigne le puceron. Par contre, il n'y a pas de miracle. Mais non, il n'y a pas de miracle. Pourquoi pas mélanger les graines lors d'un semis avec ce marc de café? Peut-être parce que s'il est un petit peu... on le fait aussi avec du sable, c'est peut-être le même principe. C'est plus facile à semer. Oui, voilà, c'est ça. Ça apporte quand même pas grand-chose. Et on va se calmer parce que j'étais un peu agacé. On va prendre une petite page de publicité. Ça va nous faire le plus grand bien. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Maintenant, nous allons passer aux choses quand même très sérieuses. Arrêtons avec les bizarreries et on va faire travailler Roland dans son jardin. Et ça, je peux vous dire, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire dans la semaine qui vient, mon cher Roland ? Je vais essayer de ne pas me faire avoir comme l'an dernier. Pendant 2 ans, 3 ans, je n'ai pas protégé les artichauts. Sauf que l'an dernier, alors avec un automne à peine difficile et un printemps très compliqué, eh bien, j'ai perdu une bonne partie des artichauts. Je les ai remis en place, donc parce que j'adore ça, c'est très bon. Et là, je vais les protéger. Donc, de fait, tu ne regardes pas la météo, tu te dis je le fais, tant pis. Oui, je me dis on ne va pas se faire avoir 2 fois. Je me ferai avoir l'an prochain, si jamais on a
une arrière-saison qui continue à se prolonger, que la première gelée n'arrive qu'au mois de décembre, etc. C'est pas gênant pour la plante d'être dans cette couverture de paille. C'est ça que tu fais, tu mets de la paille. Je mets 4 piquets, 4 tuteurs à tomates, je referme un petit peu la plante. Regarde la vidéo de Michael sur News Jardin TV, il fait quand même un peu plus léger. Il en met juste sur le bord, juste sur le bord de la touffe, de la paille. Et il attend justement, et moi je conseille tout le monde ça, écoutez bien la météo, c'est le truc le plus important pour le jardinier. Quand on vous annonce du froid, et à ce moment-là, vous pouvez bourrer par-dessus. Oui. Mais si vous bourrez par-dessus alors qu'il va faire, mettons, 15 degrés, vous risquez d'avoir de la pourriture. C'est ça le problème avec les protections hivernales, c'est indispensable quand il fait froid, et c'est vraiment problématique quand il fait doux. Je les ai vus tomber, les pauvres. Et on était au mois d'avril pourtant. Et là, vraiment, ils ont eu très très froid. Alors, c'était des jeunes pousses. Donc, les 4 tuteurs, on prépare avec un voile d'hivernage. Et dedans, on bourrera éventuellement de paille. Mais au moins, c'est prêt. Oui. Tu vas aussi te préparer à encore un hiver dur en vidangeant tous les tuyaux tout de suite. Ah oui, une année aussi. Là aussi, je me suis fait avoir en disant, mais non, c'est bon. Non, mais en 1958, tu sais qu'il y avait moins 25. Mais c'est 56. 56. Oui, je me souviens très bien. C'est pas né. Non, c'était aussi en 85 et 86 où là, fallait pas oublier de nettoyer, de vidanger les tuyaux, à vider les tuyaux qui sont à l'extérieur, mais les tuyaux d'arrosage, tout simplement, commencer à les vider. Oui, il faut les vidanger. Voilà. Donc, alors, tu disais de revoir le plan du jardin, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Il y a quand même déjà des belles plantes qui sont arrivées dans les jardineries chez les pépiniéristes. Là, on est sur la culture du printemps qui arrive à l'automne. Là, on a des belles plantes et là, il y a du choix. Et faire le plan de son jardin, c'est pas se faire avoir quand on va dans une jardinerie. Souvent, on y va au printemps, on prend ce qui est fleuri, on fait pas gaffe à la taille adulte. Et là, il y a des vraies proportions à respecter dans son jardin. Il y a de l'équilibre à avoir. Et puis, puisqu'on parle un peu de réchauffement climatique, moi, j'aimerais bien mettre 2 arbres un peu plus grands pour faire de l'ombre à certains endroits. Et donc là, c'est le moment d'aller fouiller, regarder et prendre son temps surtout pour voir la taille adulte des plantes, pour pas se faire avoir justement. On en avait parlé, rappelle-toi, dans une émission sur les conifères nains qui font 10 mètres de haut. Là, c'est le moment de prendre ce temps-là, d'aller fouiner dans les catalogues aussi. Alors attention à une chose, il y a souvent, mettons sur des encyclopédies un peu botaniques ou horticoles, on va vous donner des hauteurs de plantes qui sont les hauteurs dans la nature. Par exemple, on vous dira que le thuya plicata mesure 60 mètres de haut. Dans nos régions, dans les jardins, ils ne vont pas dépasser 20 mètres. Donc il faut aussi relativiser un petit peu. Et puis, comme disait Roland, attention aussi aux cultivars. Parce que vous avez des plantes qui sont dites naines, qui sont moyennement naines, puis vous en avez d'autres qui sont dans le même genre et qui peuvent être géantes. Par exemple, il existe des séquoias nains. Alors, un séquoia nain, ça fait 5 mètres quand même quand c'est grand. Enfin, quand c'est grand, quand c'est âgé d'une vingtaine d'années. Mais par rapport à un séquoia géant, c'est forcément un nain. Alors, on va faire aussi tous les nettoyages en ce moment. Donc, il faut nettoyer les outils, ça c'est important quand même. On n'en parle pas suffisamment, mais un équipement de jardin, ça vaut quand même un petit peu d'argent. Et plus vous aurez de soins sur vos outils, et c'est pas grand-chose, c'est à chaque fois, par exemple, que vous utilisez une bêche, vous avez un peu de terre dessus, vous passez un chiffon un peu huileux dessus et vous allez garder votre bêche 25 ans, il n'y a aucun problème. Les manches aussi, ça nécessite parfois d'être bien nettoyé. Et tout ce qui coupe, alors là, en revanche, il faut vraiment le graisser. Et puis, on peut aussi l'affûter. C'est moins facile, vous pouvez vous donner un professionnel pour le faire. Là, on commence quand même sérieusement à ramasser les feuilles mortes. Bon, moi, j'ai tendance à préconiser de ne pas passer son temps en permanence à faire le ramassage, mais notamment sur les massifs et sur les gazons, ne laissez pas les feuilles mortes joncher le sol trop longtemps, parce qu'il y a une décomposition qui se fait, ça peut apporter des maladies cryptogamiques. Vous allez aussi nettoyer, tiens, tu m'as oublié de me dire ça, tu coupes pas tes tiges d'asperges, toi, en ce moment ? Si, c'est vrai, ça a été fait déjà. Ah, tu l'as fait ? Oui, je l'ai déjà fait, j'ai oublié de t'en parler, parce que ça a déjà jauni. Et après, tu les brûles ou pas ? Jauni. Non, j'ai mon tard derrière. J'ai pas de cryocère, j'en ai pas vu une. Il est piégé. J'ai pas vu une cryocère dans le jardin pour l'instant, donc je suis parce que ce soit sur les lys ou ailleurs. On a une dizaine de pieds d'asperges qui sont répartis dans le jardin. Parce que la cryocère de l'asperge, c'est quand même vraiment une galère. C'est un petit coléoptère dont la larve vous dévore entièrement les tiges et vous récoltez rien du tout. Donc le problème de la cryocère de l'asperge, c'est comme c'est un insecte, si vous le mettez au pourrissoir, lui, il n'en a rien à faire. Et les pourrissoirs, ça fonctionne bien
bien uniquement pour les parties organiques, éventuellement pour détruire des maladies, mais ça monte pas en température, le pourrissoir. Non, ça monte pas, donc ça détruit pas. Semer les pois de senteur et les capucines, moi j'aime bien faire ça en ce moment. Et puis on va aussi commencer à faire un nettoyage des arbres avant que toutes les feuilles soient tombées par terre, parce que vous ne savez plus, après, une fois qu'il n'y a plus de feuilles, si la pousse est malade ou si elle a été tout simplement morte, on ne voit plus rien. Donc ça, il faut aussi faire attention. Les planteurs de brigaudières. Oui, j'ai découvert sur Instagram et là j'ai trouvé 2000 abonnés sur ce compte, les planteurs de brigaudières. Il y a 1100 publications, des publications qui sont assez sympas. Donc j'ai découvert, alors je ne suis jamais allé, donc je ne peux pas t'en parler, mais que c'est une pépinière au cœur des Alpes, à 13 km au sud de Grenoble, c'est tout au pied du Vercors, et ils sont spécialisés dans les bulbes. Ça tombe bien, c'est la bonne saison pour les planter. Parfait, la collection a l'air conséquente, et en tout cas les photos sont très réussies. Ils ont l'avantage de cultiver ces bulbes. On a des bulbes qui viennent des 5 continents, donc c'est vraiment des professionnels. On a des personnels, des crocus, des muscaris, des eaux, ou de l'ail, du colchique, du safran. Enfin bref, il y a toute une collection assez complète. Et donc, ils nous mettent les photos sur Instagram. Ça donne envie. Quand on aime bien les bulbes, on peut découvrir des plantes un peu originales. Tu as entièrement raison. Alors moi, je voulais vous parler d'une chose importante, c'est-à-dire que l'hiver se prépare bien à l'avance. Oui, et donc, c'est vrai. Même parfois au printemps, dans le potager ici, vous avez 70 légumes que vous allez pouvoir produire pour l'hiver. Alors c'est peut-être un tout petit peu tard, mais il fallait que le livre soit sorti. Il est quand même très intéressant. Je ne connaissais pas non plus l'éditeur, c'est Tana Éditeur. Ça vaut 25 € et c'est fait par un Allemand qui a vraiment pratiqué son truc. Et vous avez plein de légumes, ça il va adorer. Je vais d'ailleurs lui donner à mon ami Roland. Il va aimer ça. Mais oui. Tiens, il y a les chrysanthèmes des jardins, tu manges ça? Oui. J'en avais planté, fleurs jaunes. C'est sympa. Le plantain, voilà, les trucs que tu aimes bien. Toi, voilà. Je vais te faire une salade un jour. Donc, vous avez vraiment tous les éléments pour cultiver ces 70 légumes, dont certains sont un peu, on va dire, inattendus. Cher Roland, voici le potager au cœur de l'hiver. Et j'espère que tu m'inviteras pour manger des légumes que je n'aime pas. Ce livre-là, certains d'entre vous le connaissent sans doute, parce que c'est un ouvrage qui a déjà été publié par les 2 pépiniéristes les plus connus et certainement les plus assidus dans le domaine des agrumes, qui sont Bénédicte et Michel Bachès. Ils habitent dans les Pyrénées-Orientales, donc on ne va pas trop souvent les voir, surtout Roland qui habite de l'autre côté, mais ce sont des gens que, franchement, j'apprécie beaucoup. Je les aime bien, pourquoi ? Parce que c'est des fous. Ils sont devenus des fous d'agrumes, et des fous intelligents, des fous scientifiques, des fous qui travaillent, qui cultivent, et ils savent tout sur ces plantes-là. Et là, ils vous font une nouvelle édition donc, de ce livre chez Ulmer qu'ils avaient publié il y a une dizaine d'années, avec les nouvelles variétés, les nouveaux ravageurs et les nouvelles maladies. Aïe. Oui, les agrumes sont pas mal menacés. Et donc, c'est un livre extrêmement passionnant, très bien illustré. Ça, c'est des photos qui sont classiques, mais vous avez quand même un ouvrage qui est agréable à lire. Et surtout, c'est très détaillé, très complet et tout à fait adapté à tout un chacun. Vous avez toutes les bases, comment les tailler, tout ça. Donc je sais que vous êtes des fous furieux tous d'agrumes, je le vois avec les sujets qu'on a fait sur News Jardin TV. Donc ce petit bouquin qui ne vaut pas trop cher, puisque c'est 15,90, vous allez, je pense, l'adorer. C'est une question de Charlotte qui nous arrive sur News Jardin TV et la question est simple. Quels sont vos conseils pour lutter contre les acariens qui attaquent mes plantes d'intérieur ? Il faut réduire la température de la pièce et il faut aussi augmenter l'hygrométrie. Les acariens, ça se développe quand il fait chaud et surtout quand il fait sec. Ça n'aime pas beaucoup la moiteur, ça n'aime pas beaucoup surtout d'être au contact de l'eau. Donc le fait de bassiner, c'est-à-dire de vaporiser le feuillage des plantes, par exemple, c'est une des bonnes méthodes prophylactiques pour éviter des attaques de ces acariens, qui sont les tétraniques, surtout, donc les araignées rouges, jaunes, etc. Très virulents quand même, souvent, dans les intérieurs. Alors ça attaque les alocasias, les ficus. Ça fait des toutes petites toiles très ténues.
Et puis, comme ces minuscules bébêtes, elles mangent le parenchyme de la plante, c'est-à-dire la peau, elles vont grignoter ça et la plante réagit en devenant un peu gris argenté. Oui, c'est une couleur un peu plombée. Quand on voit ça, eh bien, on sait qu'on a une attaque d'araignée rouge. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout innocent. Ça peut vous ratiboiser, mais complètement une plante en quelques jours. Oui, puis ça se propage. Ça peut aussi se propager. Ça va très très vite. Donc, comme on n'a plus, de toute façon, il faut être très clair, de produits acaricides, on n'a plus beaucoup d'insecticides non plus. C'est pas la peine d'acheter de l'insecticide. On n'est pas sur des insectes, donc ça fonctionne pas. Donc là, vous avez plus que les méthodes prophylactiques. Vous avez aussi tout intérêt, tant que la température le permet, d'aérer correctement vos pièces. Quand je dis aérer, c'est pas faire des courants d'air. Les courants d'air, les plantes d'intérieur supportent pas. Et surtout en cette saison où quand même la température est pas excessive. Donc méfiez-vous, mais aérer quand c'est possible. Après, est-ce que tu as d'autres systèmes? Est-ce que tu as d'autres choses Oui, il y a des prédateurs naturels qu'on peut commander qu'on peut mettre dans la maison. Oui, Phytocellulus, oui, c'est tout petit, donc là, ça va s'attaquer au tétranique. Et puis, tu l'as précisé, mais je le reprécise parce que c'est important, c'est la vaporisation. D'abord pour les plantes vertes en hiver, parce qu'on a souvent des intérieurs trop chauds, et donc en vaporisant régulièrement le feuillage, on arrive à limiter un petit peu leur présence. Alors au niveau des prédateurs, il y a aussi Feltiella, Acarisuga. Je pense que c'est encore plus efficace que Phytocellulus. Alors, excusez-nous pour ces noms absolument à coucher dehors. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a utilisé ces auxiliaires uniquement sous leur nom scientifique. On ne leur a pas donné de nom correct. Ça serait bien de se pencher là-dessus. Les gars du marketing, il faudrait qu'ils bossent là. Exactement. Donc, voilà, il faut chercher. Alors, ceux qui écoutent, vous allez avoir plus de mal. Ceux qui vont avoir la vidéo, on va vous mettre les noms écrits, comme ça vous pourrez trouver facilement. Alors, pour vous aider, vous pouvez aller sur plusieurs sites. Vous avez surtout Biobest, vous avez Biotop et vous avez Copert, qui sont les trois, on va dire, grandes sociétés spécialisées dans les auxiliaires les plus larges. Il y a aussi Insectosphère, on avait parlé, mais qui sont plus spécialisés sur certains insectes. Là, vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour pouvoir lutter contre les acariens. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Eh bien là, nous allons pénétrer au cœur même du système de base vital de la plante, à savoir les racines dont nous vous avions déjà parlé précédemment, mais là nous allons vous raconter ce qui se passe dans une symbiose absolument extraordinaire, dont on parle beaucoup maintenant, c'est pour ça qu'on voulait quand même mettre un peu les choses au point là-dessus, qui s'appelle les mycorhizes. Alors déjà, c'est quoi une mycorhize? On va dire que c'est des échanges, c'est des petits champignons qui vont échanger avec les racines des plantes et qui vont s'apporter mutuellement différentes choses. Voilà, j'ai compris comme ça. Oui, alors il a compris d'une façon extrêmement simplifiée, qui n'est pas fausse. Ça va beaucoup plus loin. Parce que ce n'est pas simplement deux copains qui s'échangent des choses, ce sont des êtres symbiotiques. C'est-à-dire que le champignon mycorhizien va pénétrer à l'intérieur même de la racine et va, on va dire, se marier avec le métabolisme de la racine pour pouvoir à la fois, lui, bénéficier d'éléments nutritifs qui lui seront fournis sous forme synthétisée par les feuilles de la plante. On a déjà fait une émission sur les champignons. Le champignon n'est pas capable de se nourrir tout seul, contrairement à la plante. Donc il va profiter de ça. Et en échange, il va permettre à la plante de favoriser son développement au niveau racinaire. Déjà, la surface qui va se développer au niveau du champignon va augmenter considérablement les possibilités exploratoires de la plante au niveau du sol et va lui permettre aussi de résister à des conditions écologiques plus difficiles, notamment à la sécheresse, et peut-être aussi avoir une meilleure résistance aux maladies. Alors, attention, ce que l'on dit là, c'est encore même plus complexe que ce que je viens de raconter, parce que cette association symbiotique entraîne une modification de la racine. C'est-à-dire que la mycorhize est vraiment la fusion de la racine et du champignon. Ah oui, mais alors c'est bien ou c'est mal pour la plante? C'est indispensable. Il y a des plantes qui ne peuvent pas
vivre sans mycorhize. Alors, l'image la plus connue de la mycorhize, je devrais dire de certaines catégories de mycorhizes qu'on appelle les ectomycorhizes, c'est-à-dire celles qui sont à l'extérieur de la plante, c'est la truffe. La truffe est une mycorhize. Oh bah alors c'est simple à comprendre. Et les plus utiles pour nous, les jardiniers, c'est les endomycorhizes, c'est-à-dire celles dont je viens d'expliquer qu'elles sont à l'intérieur même de la plante. Les premières mycorhizes, a priori, sont pas d'hier, parce qu'on a découvert leur présence sur des fossiles il y a 450 millions d'années. Donc ça a toujours existé finalement. Dès qu'il y a eu plante, il y a eu mycorhize. Oui, enfin, pratiquement si on veut. On était très en amont des dinosaures. Hein. Ah oui. Bon. Et les symbioses racinaires, on pense aujourd'hui, ont été déterminantes dans la possibilité de colonisation, de développement du couvert végétal. Et elles contribuent donc énormément à la biodiversité et il faut les respecter. Je voulais quand même vous présenter ce livre-là. Si vous voulez vous pencher sur l'importance des mycorhizes, l'importance aussi de tous les champignons, de tout ce qui se passe dans le sol, vous pouvez lire ce livre de Francis Martin. C'est un véritable spécialiste de la forêt et il décrit, et ça, si vous voulez une seule notion, c'est formidable comme phrase, c'est un immense Internet formé de plusieurs dizaines de champignons symbiotiques. Quand vous avez un système racinaire, voilà à quoi on peut penser, parce que tout ce petit monde-là, microscopique, va se mettre à communiquer et vont interchanger des informations, vont aussi interchanger des opérations. Alors, comment ça se passe? Tu me poses la question. Eh bien, voilà. Les filaments mycéliens, c'est-à-dire les éléments blanchâtres qu'on voit parfois, qui sont le corps du champignon et de ces champignons symbiotiques, forment des choses toutes petites qu'on appelle des arbuscules et qui sont très ramifiés et qui pénètrent à l'intérieur des racines de leur hôte. Ces microfilaments mycéliens ont la capacité d'explorer un énorme volume de sol et on dit, accrochez-vous, que 1 mètre de racine égale 1 kilomètre de ramification. Donc, en fait, les mycorhizes vont faire le boulot des racines, pratiquement. Exactement. Ils vont le renforcer. Elles vont renforcer de façon énorme. Donc les arbuscules dont on vient de parler vont s'insérer dans les cellules végétales, donc directement à l'intérieur, et se mettent à créer des échanges. Donc vous avez des flux de sucre qui viennent des feuilles, on vient d'en parler, et qui nourrissent donc le champignon, et vous allez avoir, à l'inverse, eh bien, des quantités de liquides riches en phosphate et en azote qui sont puisés par les filaments du champignon. Mais tu as parlé d'Internet. Donc là, pour l'instant, tu me parles d'échange. Et l'Internet, il vient où? Parce qu'Internet, pour moi, c'est communication. La communication, elle y est déjà, puisqu'ils s'échangent des éléments. Ah oui, ils ne se parlent pas comme ça. Oui, moi, je pense ici, ils s'échangent des infos, attention. Il est probable qu'il y ait des échanges au niveau électrique, ou même certains qu'il y a des échanges chimiques, parce qu'on sait très bien que tous les éléments végétaux sont essentiellement des expressions chimiques, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait étudié, et ça dépasse quand même largement le cadre d'une émission grand public comme Bienvenue au Jardin. Alors, on va encore en dire quand même quelques mots, parce qu'il faut rentrer peut-être dans la pratique. Aujourd'hui, on trouve des terreaux mycorhizés. Alors, ça sera toujours très bien, mais je suis persuadé que si vous travaillez correctement votre sol, notamment comme le fait Roland, vous apportez beaucoup de matière organique, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de compactage, parce que si vous êtes dans un sol qui est complètement étouffant, les mycorhizes ne vont pas se former. Il faut quand même que ça soit dans des éléments viables. Donc plus votre sol va être vivant, plus votre sol va être souple, aéré, légèrement humide, etc., et mieux ça va fonctionner, parce que c'est naturel. La mycorhize, je rappelle, c'est pas une inoculation que l'on fait artificiellement. Ça existe dans la nature. Alors après, ce que l'on vous met dans le commerce, c'est a priori des éléments mycorhiziens qui vont permettre la
symbiose. Bon, t'es en train de me dire que si j'achète un terreau mycorhizé, que je plante mon fruitier, il va être plus beau que celui d'à côté. Alors, est-ce qu'il va être plus beau? Je ne sais pas. Il y a des chances qui vivent plus longtemps. Il y a des chances qui résistent mieux à certaines conditions difficiles, notamment à la sécheresse. Parce que, encore une fois, ce réseau qui va très très loin dans le sol, qui explore tous les plus petits endroits du sol, va pouvoir pomper tout ce qu'il faut au bon endroit. Normalement, il est possible aussi que quand tu mettras des engrais, eh bien ça optimise l'assimilation, parce que ils sont là pour pomper plus facilement aussi. Après, est-ce qu'on aura une meilleure reprise à la plantation? Certains le disent. On sait que le mycélium diffuse des substances antibiotiques qui seraient capables de désintoxiquer un petit peu le substrat du sol autour des racines. Donc c'est des choses sur des maladies qui peuvent être graves et qu'on ne sait pas soigner, et peut-être que ça suffira pour aujourd'hui de vous donner des informations sur ces mycorhizes qui restent mystérieuses mais qui sont absolument passionnantes. Et donc, encore une fois, lisez ce bouquin, vous allez voir. Moi, j'ai passé des moments merveilleux. C'est pas très facile. C'est pas le truc de chevet. Vaut mieux le lire dans la journée. Mais franchement, c'est quand même très bien. Et ça sera là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. On a eu beaucoup de plaisir à vous préparer, à vous mettre cette émission en ligne. Roland, on te retrouve très prochainement partout sur tous les réseaux. Et puis la semaine prochaine. On sera encore là, évidemment. On embrasse les jardinières, ma petite jardinière, ma petite perle. On fait un grand coucou et un grand merci à Monsieur Miguel qui nous a fait toutes ces belles images. Et puis aussi à Stéphane qui vous permet d'avoir un son absolument professionnel. Merci à tous et à bientôt sur News Jardin TV. Et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.